Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en direct d'une pièce très secrète au sein de la boutique Breguet, place Vendôme, que je vous encourage d'ailleurs à visiter tant elle a changé ces dernières heures. Nouvel écrin, nouveau design, bref, on sent que Breguet rentre dans une nouvelle ère. Et en plus de ça, cette année, en 2025, on fête les 250 ans de la marque Breguet. Pour l'occasion, de nombreux modèles vont être lancés, modèles simples, modèles avec des innovations très particulières. Et on commence sans plus attendre avec la première pièce, la classique souscription 2025, pièce exceptionnelle qui reprend l'idée des montres de poche, donc à souscription de Breguet lancée dans les années 1790. Donc on va faire un petit peu d'histoire aujourd'hui, on va vous présenter une pièce qui est réellement exceptionnelle, pour moi une grande réussite qui marque le début des hostilités, si je puis dire, pour ce 250e anniversaire. Et ce moment d'histoire et de présentation de cette magnifique nouvelle pièce se prolongera avec un très très bon moment passé avec Grégory Kissling, le nouveau CEO de la maison Breguet, qui est une personne exceptionnelle, qui a eu le plaisir de parler, d'échanger à la fois sur son parcours, sa passion pour les montres, mais également son intérêt pour cette magnifique nouveauté. Et il y a même une petite question finale qui vous fera probablement très rire. Donc restez jusqu'à la fin. C'est maintenant, c'est tout de suite, 250 ans de belle horlogerie chez Breguet. Je ne vais pas aujourd'hui vous refaire toute la magnifique histoire de Breguet, de son fondateur, Abraham Le Breguet. Pour ça, je vous remets une petite vidéo juste ici qui va un peu vous réexpliquer l'histoire et la genèse de Breguet. Et ici, une petite vidéo qui va vous parler davantage du style Breguet, puisque réellement, le style Breguet a institué de grandes choses dans l'horlogerie. Aujourd'hui, on va rapidement revenir sur l'histoire de Breguet. Vous savez que Abraham Le Breguet, en tant que jeune enfant, va perdre son père assez tôt. Sa mère va épouser Joseph Taté de Verrier, qui est un horloger, qui va le mettre un peu sur la voie de l'horlogerie, qui va même, on va dire, le pousser un peu en dehors de la maison, peut-être pour être tranquille, aller faire des études d'horlogerie assez jeune. Et en 1775, Abraham Le Breguet ouvrira son premier atelier d'horlogerie. Je dis premier, mais ouvrira son atelier d'horlogerie tout court. Il faut savoir que rapidement, Breguet va se faire entendre par ses qualités de travail, par sa pensée principalement, son habillage des montres, mais aussi les innovations qu'il va porter à ses créations horlogères. Il va commencer à produire des pièces pour toutes les grandes cours d'Europe. Il va aussi produire des pièces évidemment pour la cour française. Et il va, comme ça, petit à petit devenir un peu une référence de l'horlogerie, à la fois pour la qualité de ses gardes de temps, mais aussi leur beauté. On va pas refaire l'histoire de France, mais au début des années 1790, il devient un petit peu compliqué de vivre à Paris, en particulier si vous faites des pièces pour les nobles de toute l'Europe. Et donc Abraham Le Breguet va s'enfuir, va partir pour la Suisse, d'abord Neuchâtel et ensuite le Locle, pour continuer à travailler. D'ailleurs, il va y avoir plein d'idées qui vont germer dans son esprit savant à ce moment-là, en particulier le tourbillon, mais aussi la montre de souscription, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc quand il revient à Paris en 1795, il est parti en 1793, il va retourner à son quai de l'horloge, que j'admire toujours quand je passe devant, j'ai toujours une petite pensée assez émue pour ce qui s'y est déroulé. Il va revenir à son quai de l'horloge et il va commencer à travailler justement cette idée de la montre de souscription. Qu'est-ce qu'une montre de souscription? Pour vous en dire plus sur la montre de souscription, on va revenir sur une idée de Breguet, finalement, à son retour à Paris, qui est déjà d'une part, parce qu'il était un peu affaibli par ce départ en Suisse, comment faire rentrer davantage de recettes dans la maison, comment trouver des nouveaux clients, tout simplement, c'est-à-dire comment développer sa marque. Et au-delà de produire des pièces exceptionnelles, astronomiques pour des clients fortunés d'Europe, au-delà de produire des garde-temps pour la marine, finalement ouvrir son champ des possibles et aller davantage vers des civils, évidemment toujours des civils qui ont quand même un peu de sous, mais quand même élargir un petit peu. Donc ça, c'est la première idée de la montre de souscription finalement, c'est de produire une pièce qui sera fiable, jolie, Breguet finalement, mais pouvoir, par une simplicité de construction, tout en conservant la fiabilité, pouvoir s'ouvrir à davantage de personnes. Et si on parle d'une montre de souscription, c'est parce que quand vous commandez la montre, il va falloir payer un quart de la pièce pour commencer sa production, rémunérer les artisans, acheter les matières premières. Vous voyez l'idée. Et cette idée de la montre de souscription, on la retrouve dans une annonce que Breguet a publiée, tout simplement parce que, entre guillemets, Breguet a fait une sorte de publicité, une première publicité pour ces montres-là, pour attirer les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ces montres. Et cette lettre, justement, on la retrouve aujourd'hui et je vais vous en lire quelques passages. Quand il parle justement des montres de souscription, il dit « Elles se distinguent par leur simplicité et une disposition qui garantit l'échappement des accidents les plus graves, même en cas de chute. La disposition du rouage, l'échappement, le régulateur, le compensateur du chaud et du froid sont si à découvert et si faciles à saisir que tout observateur attentif peut juger d'un coup d'œil, sans démonter une seule pièce, de l'harmonie du travail et de la sûreté des effets.
Les réparations peuvent être faites en tout pays, elles seront plus faciles et moins coûteuses que celles des montres communes. Vous saisissez l'idée de la montre de souscription. Elle sera breguet, elle sera simple, une seule aiguille, elle sera fiable, son mouvement peut être révisé partout et les pièces se donnent à nu à la personne qui l'observe, à la personne qui donc peut aussi la rhabiller, si je puis dire. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi on a choisi le nom, les rhabilleurs, je l'espère maintenant. En tout cas, c'est l'idée, la quintessence de la montre souscription. Comme je vous le disais, on reconnaît la montre de souscription à deux choses en un clin d'œil. La première chose, évidemment, quand on a affaire au cadran, c'est le fait d'avoir une mono-aiguille, souvent à pomme évidée, signature de Breguet et Bleuy, qui va comme ça se balader sur un cadran en émail. Au dos de la montre, on découvre, à travers le capot, l'architecture du mouvement. L'architecture tellement Breguet avec ses larges ponts, le barillet central qui délivre à l'époque une belle réserve de marche ou même de 36 heures. Et ce train de rouage assez génial, assez simple au passage. Et en fait, si on va un peu plus dans le mouvement, l'aiguille, la mono-aiguille, est fixée sur le barillet qui fait une révolution en 12 heures. Pendant l'activité de Breguet, ces montres de souscription vont connaître beaucoup de déclinaisons. Tout d'abord des déclinaisons de taille, des déclinaisons de matériaux. Les premières montres à souscription de Breguet étaient en argent avec des filets d'or et le pendant en or. Puis ensuite, Breguet, puisqu'il aimait aussi faire souvent compliqué, va commencer à produire des montres de souscription en or. Il y aura des différentes tailles, plus de 60 mm, 50 mm, même des pièces de 40 mm, donc beaucoup plus petites, avec toujours cette même idée de la souscription. Et si on rentre un peu dans les termes horlogers, Breguet va essayer différents types d'échappements. Les pièces qu'on a pu filmer ici avec Valentin au musée possèdent un échappement à cylindre rubis. On va avoir des échappements à détente également qui vont être utilisés toujours comme ça pour un peu à tâtons voir peut-être la production plus large de la montre de souscription, ce que Breguet allait faire. En tout cas, la première montre de souscription, elle apparaît chez Breguet en 1794 sous le numéro 96. Maintenant que je vous ai parlé rapidement de ces magnifiques montres de souscription du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, début XIXe évidemment, on va passer à la très très belle nouveauté présentée à l'occasion du 250e anniversaire de la maison, du nom Breguet en tant qu'horloger installé, qui n'est autre que la classique souscription référence 2025. C'est la première fois que Breguet va vraiment respecter le côté du mouvement, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand on regarde une Breguet tradition, on va avoir cet assemblage des ponts caractéristiques à Breguet face utilisateur. Ici, on a véritablement le cadran et sa mono-aiguille d'un côté, et de l'autre, à travers un fond saphir. Et d'ailleurs, vous remarquez sur les images de Valentin, on a une toute petite gravure très discrète, 250 ans, Breguet, cachée, gravée dans le verre du fond saphir. D'ailleurs, ce qui est très bien au passage, puisque c'est ni sur le cadran, ni sur la carrure, ça ne va pas polluer la montre. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment l'architecture d'une montre souscription qui est conservée ici sur cette pièce 250e anniversaire. Ça, c'est une première chez Breguet pour la montre bracelet. Il aura fallu attendre 2025. Commençons dans l'ordre par ce magnifique cadran. Ce cadran, il a été réalisé avec une base en or gris. Évidemment, ça, vous doutez qu'on ne le voit pas. En émail grand feu. Donc, on va chauffer l'émail à très haute température. Et la beauté de ce cadran, en plus d'avoir ce superbe blanc, c'est d'avoir une minuterie type chemin de fer avec quelques jolis détails de minuterie, également des chiffres arabes qui ont été réalisés non pas en décalque simple, mais en émail petit feu. C'est-à-dire que vous sortez le cadran blanc du four, donc le cadran en émail grand feu, vous venez apposer en émail noir la minuterie et les index chiffres arabes et vous venez cuire à plus basse température. Ça s'imprègne dans l'émail grand feu blanc juste en dessous. C'est divin. La signature magistrale de cette montre, en plus de son cadran en émail grand feu, c'est évidemment cette mono-aiguille. Cette mono-aiguille bleuie à la main, c'est-à-dire qu'on bleuit à la main, on va bien prendre sa petite lampe à huile, on va l'allumer, on va prendre un petit réceptacle qu'on va remplir de petits copeaux métalliques et on va venir placer les aiguilles comme ça et attendre que l'aiguille passe d'une couleur métallique en passant par des stades de couleurs différents. Elle va d'abord prendre une teinte dorée, après des teintes un peu aubergine pour arriver enfin à la teinte bleue. Si on n'attend pas assez, l'aiguille est pas bonne et si on attend trop, l'aiguille est foutue. Donc du coup, c'est une réelle maîtrise de l'art horloger de savoir bleuir des aiguilles à la main. Mais ce n'est pas tout. C'est donc la fameuse aiguille à pomme évidée chère à Breguet. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce cadran en émail, il est légèrement bombé, ce qui fait que l'aiguille est légèrement courbée pour suivre la courbure de ce magnifique cadran. Détail que vous n'allez peut-être pas voir au premier coup d'œil, mais le verre est également travaillé. Le verre saphir n'est pas bombé, mais il est chevé, c'est-à-dire qu'en fait, il est beaucoup plus plat que d'habitude. C'est une innovation qui a été portée avec le cœur par Breguet pour passer finalement des verres de montre qui étaient bombés
c'était plus simple de les faire ainsi à l'époque en grand format, à des verres beaucoup plus plats, ce qui permet de réduire aussi la dimension de la montre. Et en fait, quand on pense à la réflexion de mouvement chez Breguet, c'est à l'époque du calibre l'épine, où on va commencer à passer des montres où le balancier avec le coq sont un étage au-dessus du mouvement, à les rentrer dans le mouvement, que tous les organes soient sur le même plan et d'avoir des montres beaucoup plus fines. Du coup, si on réduit aussi le verre et qu'on passe d'un verre bombé à un verre chevet plus plat, la montre est plus fine, elle est plus élégante, elle est plus Breguet. Évidemment, si on parle de Breguet et on parle de cadran, on a envie de parler de signature secrète ici sur les images de Valentin. Vous voyez à 6 heures la signature secrète Breguet et de la confidence du CEO Grégory Kissling. C'était vraiment un travail très très difficile à réaliser. Au début, il y a eu un petit peu de réticence pour le faire parce qu'évidemment, il y avait l'idée de la casse du cadran. Et finalement, avec de la très très belle volonté, ça a pu être fait. Et en plus de ça, ça a été réalisé de la plus belle des manières, si je puis dire, à l'aide de machines originales, pantographes, donc reprenant une écriture en fait à la main. C'est juste sublime et c'est le détail qui fait aussi la différence quand on parle de cadran Breguet. Cadran, aiguille, verre. Le boîtier n'est pas laissé au hasard non plus. 40 mm de diamètre, 10,8 mm d'épaisseur. Surtout, il a été réalisé dans un nouveau matériau, un nouvel alliage d'or proposé par Breguet. J'adore la démarche de Breguet. Breguet est allé prendre des pièces du vivant de Breguet et d'aller voir comment les horlogers, à l'époque en particulier Breguet, construisaient leur or, en tout cas choisissaient l'or de leur boîtier. Ils se sont rendus compte que cet or avait différentes caractéristiques. Il n'était pas aussi rose que l'or rose, mais il était dans une teinte un peu entre les deux. Donc de l'or jaune avec une petite adjonction de rosé, si je puis dire. Donc dans la formule de l'or, du nouvel or Breguet, du nouvel alliage d'or Breguet, on va avoir 75% d'or pur, c'est le poinçon 18 carats. On va avoir de l'argent, du cuivre et un tout petit peu de palladium, ce qui va permettre de conserver efficacement la teinte. Autre détail, vous le remarquez évidemment pour les amateurs de Breguet, la carrure ne possède pas des flancs cannelés, mais des flancs avec un brossage horizontal. C'est juste magnifique et c'est pas non plus un détail puisque quand vous regardez les montres originelles, les montres de souscription Breguet, elles n'ont pas forcément ces cannelures. Et si on va même voir les premières montres avec des boîtes en argent à double filet d'or, on va avoir même un flanc lisse. C'est ici ce que Breguet a voulu rendre dans cette montre édition du 250e anniversaire classique souscription. Je sais que vous mourrez d'impatience de voir ce qui se passe derrière et la beauté du mouvement, donc je vous emmène tout de suite avec moi. Ce nouveau calibre, c'est le calibre VS00 qui aura pris plus de 6 ans de développement. Un Breguet qui paraît très très simple au premier coup d'œil, mais qui est un petit peu plus complexe que ça. Surtout, en fait, il reprend l'architecture des montres de souscription avec ces gros ponts caractéristiques, tout ce pont central qui va venir recevoir l'axe du barillet qui est vraiment bien présent et assez énorme ici au sein du mouvement. 4 jours de réserve de marche, comme disait Suisse, 96 heures de réserve de marche, ce qui est vraiment un superbe appui de ce nouveau calibre VS00. On retrouve tout le système de rouage qui est vraiment, si je puis dire, très simple, puisqu'on comprend d'où provient l'énergie et qu'elle se dirige vers le régulateur. Ici, on va retrouver évidemment la beauté du réglage du régulateur avec ce système pare-chute ou parachute développé par Breguet. Ici, le spiral, pour la première fois, est réalisé en Nivacron, qui possède un peu de mélange de titane, donc il est amagnétique. Finalement, pour une marque qui a un peu imposé il y a plus de 20 ans en arrière l'utilisation du silicium, pour une marque de haute horlogerie, c'est beau. Au-delà d'être réalisé en laiton doré qui reprend un peu la même teinte que le boîtier, on va avoir un grenaillage des ponts qui est vraiment très fin. Il faut prendre sa loupe pour voir ça, c'est une jolie finition. Et ça donne vraiment une impression qualitative, une impression douce, une impression sobre, qui va très très bien à ce magnifique et nouveau mouvement. Vous remarquerez au centre sur le barillet, la finition est différente, elle est brossée circulaire. Et on va retrouver gravé une partie des mots de Breguet dans son annonce de la montre de souscription. C'est presque tout pour cette nouvelle Breguet Classique souscription référence 2025. Je vais évidemment vous parler rapidement de prix. Il faudra compter 52 800 € pour acquérir cette nouvelle pièce. Et honnêtement, même si j'aime pas m'étendre sur les prix, je trouve qu'aujourd'hui la proposition de Breguet est très belle. Quand on regarde les détails de la pièce, qui sont en fait une somme de détails qu'on ne retrouve pas nécessairement chez d'autres marques qui sont vraiment propres à Breguet. Tous les détails du cadran, de l'aiguille, du verre, du boîtier, du mouvement, les finitions, du calibre. C'est juste une somme de détails exceptionnelle. C'est une montre qui ne sera pas présentée en série limitée, même si évidemment c'est une série spéciale et Breguet ne va pas commencer à en fabriquer 400 000 après-demain. Mais en tout cas, le développement de cette montre a été pensé de A à Z et c'est un peu ce qu'on attend d'une manufacture. Aujourd'hui, il n'y a pas de fausses notes. Honnêtement, la montre poignet est un véritable régal et je ne pèse pas mes mots.
Malgré 40 mm, on a quand même 10,8 mm d'épaisseur et le fait d'avoir cette mono-aiguille qui danse sur ce cadran en émail grand feu est juste divine. Donc franchement, félicitations à Breguet pour ce magnifique développement. On a hâte de vous présenter la suite en 2025. Il y aura d'autres grandes nouveautés, j'espère, avec de belles innovations. Mais évidemment, vous serez les premiers informés. N'en doutez pas. Et maintenant, chers amis, j'ai le plaisir de vous laisser avec le nouveau CEO de la manufacture Breguet. J'ai nommé Grégory Kissling. On a passé un moment délicieux ensemble à parler de sa carrière, à parler de Breguet, ce qui faisait que Breguet était si spécial. Évidemment, cette nouvelle pièce souscription 2025 avec une petite question à la fin qu'on se posait depuis très longtemps. Merci. Cher Grégory, bonjour. Bonjour Nicolas. C'est un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Enfin, aujourd'hui pour un peu parler de vous et après de parler évidemment de ce que vous pensez de la nouvelle Breguet souscription référence 2025 qui a été créée pour les 250 ans de la marque aujourd'hui en 2025. Absolument. Donc une belle histoire depuis 1775. Comme je le disais, je voudrais d'abord commencer par quelques mots à votre propos et on va commencer par une question toute simple, toute facile. Comment vous est venue la passion de l'horlogerie, l'envie d'en faire finalement une carrière pour l'industrie et d'arriver aujourd'hui chez Breguet qui n'est pas vraiment de l'industrie. On a encore j'ai du mal toujours à dire Breguet et industrie, mais comment c'est né chez vous cet amour de l'horlogerie? Alors je suis neuchâtelois comme le fondateur et puis c'est vrai qu'en vivant dans un tissu industriel horloger, on a tout de suite envie d'apprendre l'horlogerie. Donc à travers mes études d'ingénieur en microtechnique, j'ai tout de suite accroché sur l'horlogerie. J'ai tout de suite été passionné par la beauté de ces mécanismes, par la beauté des terminaisons, par le savoir-faire finalement très localisé dans une région. Et puis quand on étudie l'horlogerie, automatiquement, on étudie aussi les grandes inventions d'Abraham Breguet. Donc c'est une marque qui a tout de suite croché, tout de suite été un grand admirateur de cette marque, non pas seulement par ce qu'elle a fait par le passé, mais ce qu'elle a développé tout au long de ces dernières années en termes d'innovation. Donc c'est à quelque part par le biais de mes études que j'ai été passionné par l'horlogerie. Et puis ensuite, j'ai tout de suite lancé ma carrière dans ce monde-là. Magnifique. Je vous connaissais auparavant chez Omega. Oui. Et on va pas beaucoup parler d'Omega du tout, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'était un choix personnel d'aller chez Breguet ou plutôt une stratégie différente? Alors, on m'a proposé très gentiment cette position. Donc, c'est Marc Hayek qui m'a proposé de reprendre la direction de Breguet. Donc, c'était évidemment un immense honneur de pouvoir acquérir à quelque part cette position. Et puis au tournant du 250e anniversaire, c'est vrai que c'est un magnifique défi finalement de pouvoir être à la tête de cette entreprise, de cette maison qui n'a jamais finalement cessé d'exister depuis 250 ans. C'est 250 ans de création, c'est 250 ans d'innovation, mais c'est aussi 250 ans de passion. Et puis cette année, c'est une magnifique occasion de parler de la marque. Quand on parle de Breguet, en particulier pour cette marque que j'affectionne tout particulièrement, par rapport à son histoire, par rapport à ses innovations, par rapport à son créateur, son maître, c'est toujours compliqué de l'imaginer au XXIe siècle. Comment est-ce que vous pensez que Breguet peut s'inscrire pour dire quelque chose de classique, entre tradition et modernité? Comment vous pensez qu'elle a la spécificité de s'inscrire justement pour quitter un petit peu la pure tradition et en étant pertinente aujourd'hui en 2025? C'est un équilibre qu'il faut pouvoir effectivement conserver. C'est un devoir à quelque part d'aujourd'hui de continuer de perpétuer cet esprit génial qu'avait le fondateur. Donc c'est finalement un devoir de continuer d'innover tout en respectant bien sûr le passé, tout en respectant l'héritage. Le but c'est pas de copier ce qui s'est fait par le passé, même si on a un magnifique patrimoine, mais c'est de s'inspirer du passé pour continuer d'avancer. C'est un héritage qui est finalement en perpétuel mouvement et c'est toujours intéressant de conserver cet équilibre entre le passé et l'avenir, la modernité. Et on l'a démontré ces dernières années. Breguet a été l'une des premières marques, si ce n'est la première, à introduire le silicium. Le silicium dans la haute horlogerie, il y a plus de 20 ans, ça faisait peur. Donc, il y a cette recherche des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, toujours au service d'une utilité, au service de la belle science, de la belle micromécanique de l'horlogerie. Et comment vous pensez que Breguet, à la fois dans le groupe Swatch et aussi à l'extérieur du groupe par rapport aux autres marques, comment vous pensez qu'elle est capable aujourd'hui d'innover plus que les autres? Est-ce qu'elle a encore cette magie
originelle qu'avait Abraham Le Breguet, c'est-à-dire vraiment cette capacité d'innover, de prendre le temps de l'innovation, contrairement à la cadence de l'industrie suisse, on sait qu'elle est assez forte. Comment Breguet a le temps d'innover et comment elle peut se démarquer des autres justement pour innover encore aujourd'hui? En tout cas, pour une marque comme Breguet, le but, c'est de continuer d'innover. C'est un devoir d'innover. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre ADN. Mais le but, ce n'est pas d'innover pour innover, mais c'est d'innover pour une utilité. Dans le domaine de la chronométrie, par exemple, si je reprends la dernière grande innovation qu'on a lancée, le pivot magnétique, c'était l'idée de pouvoir, encore une fois, améliorer les performances chronométriques de la montre. Donc on a cette volonté, cette mission de continuer d'innover, de chercher dans des périmètres qui n'ont pas été encore exploités. Ça peut être dans la conception, ça peut être dans l'apport de certaines technologies qui sont en dehors du domaine de l'horlogerie, mais ça peut être aussi à travers des matériaux. Donc ça, c'est un ensemble, mais toujours faire attention aussi à conserver à quelque part le style, parce que Breguet, ce n'est pas seulement des inventions pures et dures, mais c'est aussi un style. Et ce qui est magnifique de constater, c'est c'est une marque qui a, en 250 ans, réussi à conserver ce style. Une Breguet des origines, vous rencontrez finalement cette connexion encore très forte avec des pièces de la collection courante. Donc on a aussi ce devoir finalement de conserver ce style, car Breguet, il a eu cette idée géniale d'apurer les montres qui avaient un côté très baroque finalement à cette époque. Et il s'est tourné vraiment dans le néoclassicisme en apurant au maximum ce qu'il pouvait, à la fois sur les cadrans, les aiguilles et même le mouvement. Il a aussi, à quelque part, donné un style esthétique très fort sur les mouvements qu'on retrouve aujourd'hui dans certains modèles. Complètement. Merci pour ces réponses, cher Grégory. Maintenant, j'aimerais qu'on dise quelques mots avec vos mots d'ailleurs, sur cette nouveauté dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, la référence 2025, montre de souscription, oui. Avec un nouvel alliage d'or. Absolument. On m'a dit ça dans l'oreillette. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette belle nouveauté? Alors cette nouveauté qui s'appelle la classique souscription 2025, c'est la première pièce d'une collection anniversaire qui va justement s'intégrer au fil du temps. L'idée, c'est de pouvoir lancer plusieurs modèles durant l'année 2025 pour célébrer justement ces 250 ans d'existence. Et le premier modèle, qui est la classique souscription 2025, sera finalement le symbole, le porte-drapeau de cette collection anniversaire. Et un des marqueurs, un des dénominateurs communs de cette collection anniversaire, c'est justement l'intégration d'un nouvel alliage qui s'appelle l'or Breguet. C'est un alliage précieux, donc un 18 carats, qui est un or jaune avec une teinte légèrement rosée. Mmh. Et finalement, cet alliage s'inspire de ce qu'on appelle l'or des horlogers, l'or qu'utilisait Abraham Le Breguet en 1775. À cette époque, les alliages n'étaient pas standardisés, n'étaient pas normalisés comme aujourd'hui. Et donc, à travers les pièces du patrimoine, on a fait des mesures et on a, à partir de ces mesures qu'on a récoltées, on a réalisé un alliage avec une composition exclusive, brevetée, qui permet d'offrir justement cette teinte particulière, mais aussi une excellente résistance à la décoloration. Un alliage qu'on va retrouver dans un premier temps dans la montre de souscription, mais comme j'ai dit auparavant, dans d'autres produits. Si vous deviez vous choisir la chose qui vous touche le plus dans cette montre, que ce soit au niveau du boîtier, que ce soit au niveau du cadran, ça va mettre l'aiguille, hein, qu'est-ce que ce serait? Une chose. Je dirais la signature secrète. Je ne sais pas pourquoi, mais cette signature secrète, on aurait pu faire simple, mais on a fait compliqué. On a voulu à quelque part reprendre les techniques de Breguet. On aurait très bien pu apporter une décalque ou utiliser peut-être un laser pour la réaliser. Non, on a fait comme le faisait Abraham Le Breguet, comme le fondateur. Et c'est quelque chose qui nous a évidemment pris du temps pour la mettre au point. Il faut imaginer que le travail qui est réalisé pour faire un cadran en émail traditionnel, c'est beaucoup d'heures, c'est même des jours. À la fin, vous apposez cette signature secrète, vous dérapez, votre cadran, vous ne pouvez plus le réutiliser. Donc, il y a cette somme finalement de valeur ajoutée, de raffinement. C'est une montre qui paraît dans un premier état
qui paraît simple, mais finalement faire simple aujourd'hui, ça peut être beaucoup plus difficile que de faire compliqué. Et dans la simplicité, il y a énormément de sobriété, énormément d'élégance, énormément d'équilibre, mais surtout beaucoup de raffinement sur l'ensemble des composants. On parle ici du cadran, mais l'aiguille, elle est particulière, elle est bleuie à la main, comme le faisait notre fondateur. Une aiguille qui est complexe, terminée à la main, et puis le calibre aussi qui est exceptionnel. On a l'impression justement de rentrer dans l'esprit du fondateur, où on peut comprendre. On a cette facilité de compréhension à travers justement ce train de rouage. Et encore une fois, cette esthétique qui est pas seulement sur l'habillage interne, externe, mais aussi sur le calibre. Il y avait cette volonté de poser finalement chaque position des composants à sa place. Et au final, on a une esthétique qui est particulière. C'est un style pas seulement à travers l'habillage, mais c'est aussi un style très fort à travers le mouvement. Oui, puis ça peut totalement, en fait, on peut conserver l'architecture d'un mouvement d'origine. C'est pas du tout caduque aujourd'hui, en 2025, d'avoir une architecture comme ça. C'est ça aussi peut-être la beauté de Breguet. C'est ça. Et c'est aussi la première fois finalement que, à partir d'une montre de poche, on reprend vraiment l'esprit à la fois sur le côté cadran et le côté dos. Dans la collection courante, on a soit une reprise esthétique, une inspiration au côté cadran ou côté mouvement pour la ligne tradition. Là, avec le modèle classique souscription, on a une inspiration à la fois sur l'esthétique côté cadran, mais aussi sur le côté du mouvement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau pour nous. Et on a également respecté le principe de souscription pour pouvoir acquérir ce garde-temps. Magnifique. Il me reste une dernière question. Oui. Breguet ou Breguet? Les deux. Facile. Mais on a toujours cette dualité entre la prononciation suisse, Breguet, qui est très très belle, et la prononciation française. J'imagine que c'est un combat qui va durer encore très longtemps. Oui, mais finalement, c'est aussi la beauté, et c'est d'ailleurs un des messages qu'on va aussi quelque part communiquer cette année. C'est cette magnifique dualité entre la vallée de Joux et Paris. Tout a commencé ici à Paris. Aujourd'hui, nos garde-temps sont fabriqués à la vallée de Joux depuis 1976. Voilà, pour reprendre, les chiffres suisses. Donc oui, il y a cette dualité qu'on a envie de mettre en avant, cette élégance à la française, mais ce savoir-faire, cette expertise suisse qui est liée à quelque part à ces magnifiques critères de la haute horlogerie. Une histoire commune, donc. Une histoire commune, oui. Merci beaucoup, Grégory. Merci, pour ce Nicolas. temps accordé. C'était un très bon moment. Et j'espère qu'on se reverra pour les prochaines nouveautés, les grandes nouveautés de 2025. Avec grand plaisir. Ça promet beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.